C'est une assez belle suite de la conférence d'Olivier, parce que l'agilité, on en parle beaucoup, et la question c'est aussi comment on fait pour que les dirigeants dans l'entreprise, tous les dirigeants de l'entreprise, et notamment au niveau du COMEX, puissent être engagés dans ce travail-là, dans l'agilité. Et on va parler de ça. Alors, moi je suis Alain Buzacarou, je suis CTO chez L'Occitane en Provence. Et il y a des gens avec qui je travaille là, donc c'est super. C'est mon fan club. Je vais beaucoup vous parler plutôt de mon expérience précédente parce que j'ai travaillé en tant que consultant chez Octo Technologies. 6 ans, puis je suis parti pendant 6 ans pour faire de la transformation. J'ai fait transformation agile chez France Télévisions. Je travaillais dans une des meilleures équipes que je puisse connaître en agilité, c'est lesfurets.com, d'un point de vue technologique. Et puis je suis revenu 3 ans chez Octo en tant que partenaire. Et on m'a souvent posé la question, on m'a souvent fait intervenir dans des entreprises pour venir expliquer l'agilité à nos patrons. Voilà. Et c'est un petit peu ça que je vais vous raconter. Alors, petit disclaimer, c'est vraiment un partage. Je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre. On vous attend là-bas. Et c'est vraiment ces années d'expérience avec des codir. J'ai dû travailler avec une quinzaine de codir et vous allez voir, je vais vous expliquer ce qui s'est bien passé, puis surtout ce qui n'a pas marché. Et l'idée, c'est de vous donner des clés d'un format d'une journée pour engager votre codir. Alors, je ne sais pas qui travaille directement avec des codir ici pour expliquer l'agilité. Il y en a chez qui ça résonne, ouais, quelques-uns. Ouais, super. Voilà, je vous donne des clés et après, ça, c'est ce qui a marché de temps en temps. Alors, je me bats en ce moment contre l'idée de best practice. Parce que best practice, en ce moment, c'est vous avez fait une fois quelque chose, vous avez l'impression que ça a fonctionné, ça devient best practice. Alors moi, ce n'est pas du tout mon cas. Là, c'est juste des choses que j'ai vues fonctionner, mais ça se trouve, dans un autre contexte, elles auraient merdé. Voilà. Donc, je vous partage ça, d'accord, sans plus avec beaucoup d'humilité. Et puis, donc voilà, je vous présenterai 3 building blocks pour créer une journée. Voilà, ce qui a à peu près un peu fonctionné et qu'est-ce que j'en ai appris. Alors, ça a commencé il y a un certain temps quand j'ai rejoint, vous voyez, là j'étais encore assez tech et j'ai rejoint, j'avais un Sharpie, et j'ai rejoint Octo Technologies et c'était le moment où, c'était un moment assez clé dans ma carrière parce que pendant un certain temps je lisais tout ça. Alors, vous ne voyez pas très bien, mais ça c'est des bouquins, peut-être que ça parle à certains. Mais c'est beaucoup Martin Fowler, le fameux bouquin sur les design patterns, enfin voilà, donc j'étais là-dedans, ça c'était mes livres de chevet. Et je suis arrivé chez Octo Technologies et du jour au lendemain, ma vie a changé, avec une grosse baffe dans la gueule, parce que j'avais l'impression de ne pas savoir faire mon job. Et les gens m'ont dit, mais en fait le problème, oui la techno c'est super, c'est bon, t'es bon, mais en fait le vrai sujet c'est pas ça. Le vrai sujet c'est les humains. Et d'un seul coup on s'est mis à lire tous ces bouquins-là. Alors je vous encourage certains. Alors les 3 premiers, c'est Quality Software Management de Gerald Denberg. Qui a lu ça déjà? Ça c'est vraiment. Alors pour tout vous dire, il y en a même, vous voyez, il y a 1, 2, 3. Il y en a même le 4e volume, mais moi je me suis arrêté au 3e. C'était vraiment très dur. Et on a lu tous ces bouquins de Gerald Denberg. The Mythical Man Month de Frederick Brooks, hein, qui explique que ça ne sert à rien de rajouter une personne. En plus dans les équipes qui font plus de 7 personnes, et pourtant on continue à le faire. C'est 30e édition ou 35e édition, 35e année je veux dire. Donc on connaît tout ça. Peopleware, 5e discipline, et d'un seul coup, les gens chez Octo, je suis tombé sur des mentors qui m'ont appris que le problème, effectivement, il fallait être excellent sur la technologie, mais il fallait être super bon aussi à faire en sorte de travailler avec des humains, parce que c'était encore ce qu'on avait aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a pas mal influencé. Et donc, avec Octo, on s'est lancé dans cette quête de faire différemment. Vous savez, la baseline d'Octo, c'est, pour ceux qui savent, c'est « There is a better way ». Et c'est vraiment ça qui nous drivait, hein, c'est de démontrer qu'on pouvait faire les choses différemment, des projets différemment. Et donc, j'ai commencé en 2004 à faire de l'agilité, à essayer de vendre de l'agilité. Là aussi, à voir les moments où les gens n'avaient pas envie. Donc, expliquez-moi, mais en fait, j'ai pas envie. Parce que chez moi c'est différent, parce que franchement, mais non, mais vous n'allez pas remplacer des specs par des post-it, enfin voilà, tout ça on l'a vécu.
Et puis à un moment donné, il y a une bascule. Vous savez, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle dans la courbe d'adoption de quoi que ce soit, il y a un moment particulier, entre 7 et 10% d'adoption par les early adopters. Donc on a commencé à bosser avec les early adopters, et puis à un moment donné, les gens, ça a basculé. Ils se sont dit, en fait, si eux le font, nous aussi. Donc là, ça commence à... Voilà. Et puis petit à petit, l'agilité s'est renforcée. Le moment où ça a changé, je me souviens précisément, donc je travaillais avec vraiment un mentor pour moi sur l'agilité, il s'appelle Emmanuel Gaillot. Pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment une star de l'agilité. Et avec lui, on a commencé à aller dans des meetings en avant-vente, et il m'a dit, tu sais Alain, on va leur laisser poser les questions. Et puis au bout d'un moment, au bout de 7-8 questions où on répond non mais effectivement on peut faire avec des possibilités, au bout d'un moment il disait, bon alors, vous avez une méthode qui marche, qui délivre avec la qualité et dans les temps, gardez-la. Et nous on s'en va. Par contre si vous n'en avez pas, on peut discuter. Et là les gens faisaient, ah ouais bon alors on va discuter. Parce qu'en fait leur problème c'était ça. Et donc j'ai vu ce passage-là, et donc on a commencé à faire du delivery comme beaucoup, et ça a marché. Et puis on a passé évidemment le stade un petit peu, on est allé un petit peu plus loin. Comment on fait de l'agilité avec le business? Alors évidemment au départ l'agilité c'est, on le dit toujours, le PO il est côté business ou des choses comme ça, mais on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a commencé à intervenir dans d'autres directions. On est allé plus loin dans l'agilité, et puis aujourd'hui la vraie question c'est comment on fait de l'agilité dans l'entreprise. Et pour faire de l'agilité dans l'entreprise aujourd'hui, donc je ne sais pas, qui a des boîtes, vous travaillez dans une société, vous faites de l'agilité dans autre chose que l'IT? Il y a des gens là? Voilà. C'est quelle fonction? Gestion de fabrication. D'autres? D'autres fonctions? Souvent, c'est les RH en ce moment qui ont le vent en poupe sur l'agilité. J'ai déjà fait de l'agilité côté finance, voyez, donc, sans qu'il y ait du tout d'informatique. Alors pour ça, c'est chouette, mais il faut avoir des gens tout en haut qui soient convaincus et qui ont compris. Et donc le sujet, c'est un peu ça. Alors moi, j'ai un ami, à un moment donné, c'est la Harvard Business Review. Pour faire de la transformation, ça c'est génial. Quand la Harvard Business Review met comme ça, des titres comme ça, donc ça c'était autour du Lean ou du Lean Startup. Et il y a celui autour de l'agilité, voilà, il y en a plein. Et chaque fois que la Harvard Business Review met ça, les patrons, ils s'intéressent au sujet. Alors j'ai quand même un truc à vous dire, ils ne lisent pas les articles, ils lisent la première page. Voilà, ça c'est connu, mais ça aide pas mal, parce que grâce à ça, vous pouvez avoir un tout petit biais pour pouvoir commencer à en discuter. Alors voilà, moi ça se passait comme ça. Est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît, expliquer l'agile au CODIR? Et souvent ils étaient deux, et il y avait l'autre qui disait ouais mais en 1 heure, parce que franchement c'est des gens mais vraiment très occupés, quoi. Ils n'ont pas le temps, quoi. Donc on a commencé à faire ça, moi j'ai commencé à faire des prêts. Alors avant ça, juste pour vous dire, c'est quoi un CODIR? De mon point de vue, c'est un organisme un peu bizarre qui dysfonctionne vraiment, en fait. Et je peux vous dire, parce que j'en fais partie depuis quelques années, donc les directeurs, ils sont vraiment super busy. Ils expriment assez rarement leurs émotions, voire leur vulnérabilité. C'est pas une équipe, un CODIR. C'est pas une équipe, parce qu'ils ne travaillent pas tous les jours sur le même problème, sur le même objectif. Et ils ne sont pas toujours ensemble. C'est souvent dysfonctionnel. Très faible compétence d'écoute. Ça vous fait marrer, ça. Et largement dirigé par l'ego. Voilà, c'est souvent les caractéristiques d'un CODIR. Et donc, quand vous venez là expliquer quelque chose, très souvent, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne qui a dit en fait, moi j'ai entendu parler d'agilité, je vais le présenter. Et puis il y en a 3 autres qui écoutent. Et puis il y en a 2-3 qui sont en train d'essayer de tuer l'idée, quoi. Juste parce que ce n'est pas la leur. Et c'est un peu comme ça que je l'ai vécu. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Présentation d'1 heure. Alors ça, j'en ai fait plein. À la fin, on me dit ah ouais, c'était super. Et je peux vous dire que l'impact, il est à peu près nul. Pourquoi? Parce que c'est modèle contre modèle. C'est-à-dire, vous arrivez pendant 1 heure, et ceux qui n'ont pas envie, qu'est-ce qu'ils font, d'après vous? Et contre-argument? Ouais, ça, c'est dans le meilleur des cas.
Voilà, c'est ça. Vous l'avez dit, ils lisent leur mail. Ils font autre chose. D'accord. Donc, vous parlez dans le vide, quoi. Lego for Scrum ou toute autre activité. Après, avec Octo, on s'est dit, mais putain, on n'arrive pas, il faut qu'ils fassent, quoi. Il faut qu'ils comprennent, il faut qu'ils soient dedans, quoi. On va les faire faire. Donc, on a fait des Lego for Scrum moyens, quoi. Vraiment moyens. Ça a mieux marché avec des étudiants qu'avec un codir. Pourquoi? Parce que là, c'est les égos, quoi, qui se rencontrent. Et très souvent, à ce moment-là, il y a des choses un peu bizarres qui se passent, c'est-à-dire qu'on essaye de... Et j'ai vu certaines personnes avoir des remarques du style « ouais, mais moi je ne peux pas le faire parce qu'il y a un problème de hiérarchie », enfin, vous voyez, donc des gens entre nous, donc moyen. En tout cas, pas tout de suite. Je me suis aperçu que ça marche très bien, mais après. Mais pas la première fois. Alors, il y a eu un déclencheur. Alors, je vais remercier quelqu'un qui est dans la salle. Patrick, tu peux te lever, Patrick, parce que franchement, c'est grâce à Patrick que je suis là, que je vous raconte ça. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait des prêts ici à la TAM. Et Patrick m'a dit, bah, en fait, tu voudrais pas venir bosser pour nous chez la GPM, à la GPM, et GPM, donc c'est Mutuelle pour les militaires, à Toulon. Et on a discuté, on a commencé à faire une mission de transformation culturelle avec le CODIR. Et puis un jour, on a fait 2 jours de séminaire, et pas uniquement autour de l'agilité. Mais le déclencheur, c'est qu'à ce moment-là, puisqu'on restait sur place, il y avait la soirée qui était prévue. Et on s'est dit, avec la personne avec qui je faisais la mission, on s'est dit, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on les engage encore plus. Et donc, on a fait venir quelqu'un qu'on connaît bien, qui s'appelle Betsy Parilly-Pézard. C'est une coach en mindfulness. Et qui a fait en sorte qu'on aille plus loin dans ce meeting-là, dans ces 2 jours. On les a engagés autrement, et je vais vous en parler par la suite. Mais voilà, le déclencheur, il a été là, et après, avec Betsy, on a travaillé à faire un programme pour les CODIR, pour qu'ils comprennent l'agilité. Et en fait, l'agilité, c'était juste le pied dans la porte à ce moment-là. C'est OK, on va vous parler d'agilité, mais en fait, en vrai, nous, on voulait leur parler d'autre chose, et vous allez voir. Alors, les building blocks, un warm-up, awareness et engagement. Le warm-up, vous avez compris, hein, ça c'est assez classique. Bon, il faut faire un icebreaker. Vous savez, maintenant, de plus en plus, il faut faire des icebreakers. Je me demande si les prochains icebreakers, c'est de ne pas en faire maintenant, parce qu'on en fait tellement qu'à un moment donné, tout le monde en a un petit peu marre, mais voilà. Mais en tout cas, ça permet, pour ceux qui n'en ont jamais fait dans un CODIR, de voir qu'on peut faire des choses au départ, ça les surprend un petit peu. Bon, très bien. Surtout, on va commencer par leur poser la question, c'est quoi l'agilité pour vous? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Et vous pouvez leur dire 2 boards qui sont que sais-je de l'agile aujourd'hui? Et qu'est-ce que je veux savoir ou clarifier? Donc, passez ce temps-là parce que, en fait, sinon vous partez d'un a priori qui est je viens apporter l'agilité, moi je vais expliquer. Et n'ayez pas cet a priori parce que n'ayez pas une posture d'expert sur l'agilité parce que ce n'est pas le but. Là, vous êtes en train d'acculturer, de démocratiser quelque chose qui est compliqué. La plupart d'entre nous, ça nous a pris quand même des années pour comprendre. Et là, vous arrivez devant des gens qui ne connaissent même pas les process IT et vous allez commencer à leur expliquer quelque chose qui n'est pas forcément très très simple. Donc prenez le temps d'essayer de comprendre ce qu'ils mettent eux derrière. Quels sont les mots qu'ils utilisent. Bon, ça vous prend 15 minutes. Hein. Et puis, alors oui, ça c'est... Vous connaissez ce bouquin-là Jeff Sutherland, le créateur de Scrum. Alors franchement, j'aime beaucoup Jeff Sutherland, je l'ai rencontré, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, mais par contre, le titre de son bouquin, s'il avait pu trouver autre chose, quoi. Parce que ce que les dirigeants retiennent de l'agilité, c'est ça en fait. C'est je peux faire 2 fois plus vite pour 2 fois moins cher, quoi. C'est à peu près ce qu'ils retiennent, et malheureusement, c'est clairement pas ça l'agilité. Et c'est comment? Et ça, c'est quelque chose qui a tué un petit peu le truc. C'est très difficile après de revenir derrière, quoi. Parce qu'ils vous disent, mais regarde, c'est écrit. Bon, bonne chance. La plupart du temps, ils ne le connaissent pas, mais c'est pas grave. Donc, deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est sentiment d'urgence. Pourquoi? Pourquoi vous voulez parler d'agilité? C'est quoi votre besoin, en fait?
Qu'est-ce qui fait que là, à un moment donné, vous pensez que votre boîte doit changer? Moi, je vous encourage vraiment à le faire, cet exercice, même dans vos équipes, même pour vous, parce que souvent, on s'aperçoit qu'il y a des dissonances, on s'aperçoit qu'il y a des non-alignements, on s'aperçoit que les gens ne mettent pas exactement les mêmes choses, ils ne savent pas trop pourquoi, en fait, on est là, quoi. Pourquoi on en parle. Donc, vous pouvez le faire avec, j'ai mis des exemples hein, pour ceux qui connaissent, c'est des microstructures, hein, des one to for all, vous connaissez hein, dans Liberating Structure, c'est vous commencez à la personne, vous demandez à chaque individu de réfléchir individuellement pendant quelques minutes, puis de partager à 2, puis de partager à 4, et après on partage avec tout le groupe. Ça paraît pas grand-chose, mais demander à des dirigeants de penser tout seuls à un moment donné, c'est hyper important. Et franchement, je ne suis pas cynique là-dessus. Parce qu'en fait, vous regardez, mais vous allez vous apercevoir que dans la plupart des entreprises, les gens ne prennent plus du temps pour réfléchir seuls. Et franchement, je parle même pour moi-même, hein, c'est-à-dire que moi je m'aperçois aujourd'hui que j'ai un emploi du temps tellement surchargé, que j'ai tellement de sollicitations, qu'à un moment donné, prendre 5 minutes pour réfléchir à un sujet, c'est presque du luxe. Donc il faut s'organiser ça et il faut faire en sorte que chaque personne ne se joignent pas à la vie du groupe. Et la microstructure, elle aide à ça en fait. Elle aide aussi à ouvrir et à s'apercevoir que je peux avoir une vision différente des autres. Et cette structure-là permet de faire des choses. Donc là, vous voyez, ça c'est assez rigolo parce que ça, je l'ai fait avec le CODIR de l'Occitane. C'est la suite de ça qui m'a embauché. Et c'est vrai, c'est sorti du CODIR, donc je vous le dis, c'est sorti du CODIR de l'Occitane. Le premier number one, c'est To Survive. Oui, donc il y a quand même à un moment donné une prise de conscience, donc on sait pourquoi on le fait, quoi. Et moi j'aime bien aussi, à un moment donné, il y avait un qui était, le deuxième c'est, et en même temps, have fun, retrouver le fun dans l'entreprise, enfin voilà. Donc là, ça donne un petit peu le cadre de pourquoi on veut faire de l'agilité. Le troisième, donc là, une fois qu'on a fait cette première partie, hein, qui est ce que j'ai appelé ici le warm-up, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet, quoi. Alors, dans le vif du sujet, un truc qui ne marche pas, c'est commencer à expliquer l'agilité. C'est-à-dire, je commence à expliquer Scrum, les rituels, puis là, ça fait pouf, ça s'endort direct, et là, vous avez perdu tout le monde. Donc, comment faire pour éviter ça? Alors, moi, ce que je fais, c'est généralement, c'est je dessine d'abord. Donc, j'explique, je ne sais pas si ça marche, je n'ai pas testé avant, j'imagine que oui. J'essaye de les engager sur une chaîne de valeur et de leur dire, ben voilà, la chaîne de valeur du logiciel, mais peu importe, c'est à un moment donné, ben, j'ai un customer, je dois avoir des idées, des services à rendre, j'ai bien quelqu'un qui spécifie ça, qui traduit ça en quelque chose, puis j'ai des gens qui sont magiques, qui arrivent à faire à coder, j'ai quelqu'un qui va faire des tests, et puis éventuellement, je mets ça en production, quoi. Et je commence à expliquer comment ça s'est passé au fil du temps. Je vais changer de stylo parce que je ne suis pas sûr que vous y voyez bien avec celui-là, mais je ne sais pas si celui-là marche. Ouais, ça a l'air mieux. Et j'ai commencé à expliquer comment les organisations se sont organisées au fil du temps. C'est-à-dire, vous savez très bien, hein, on a mis des gens ici, là. Voilà. Et puis surtout, on a fait en sorte de les siloter, quoi, vous le savez. Hein, c'est du taylorisme, c'est-à-dire que ça, normalement, c'est un projet. Mais en fait, les gens, ils sont comme ça. Hein, c'est-à-dire dans la division qui a des idées, le marketing, puis division business, puis l'IT, puis la prod, quoi. Et je fais juste une démonstration avec deux choses qui les intéressent, c'est de dire, ben voilà, quand vous faites ça et que vous poussez ça à l'extrême, c'est-à-dire l'hyper-spécialisation de ce qu'on a fait pendant des années, on obtient deux choses, c'est-à-dire vous faites une toute petite analyse sociologique et systémique. La première, c'est que si on regarde un système, c'est quoi un système? Hein, c'est un système, c'est simple, hein, c'est quelque chose, je mets des choses en entrée, j'ai quelque chose en sortie, on est d'accord? Comment je rends un système stable? Comment? Je ne le fais pas bouger, ouais. Ça marche. Voilà, la boucle de retour. Hein, ça s'appelle la boucle de feedback. D'accord? C'est comme dans une voiture, hein, j'ai bien des trucs qui me disent si ça va ou pas. Eh ben, elles sont où les boucles de feedback là? Systématiquement, elles sont là, quoi. Ici, ici, ici. Alors qu'en fait, quel est le seul feedback qu'on a besoin? C'est celui-là, quoi. C'est celui du customer, c'est ce qu'on prône dans l'agilité. D'accord? Donc, avec les organisations qu'on a créées, on a coupé ce retour
Et donc voilà, donc si on a des silos et si en plus les gens sont dans des départements et des localisations différentes, ben on n'a plus ce retour-là. Donc ça c'est le premier, approche systémique. Et puis la deuxième, c'est juste de regarder ça d'un point de vue un peu sociologique. Vous savez, on n'arrête pas de dire il faut donner du sens aux gens. Vous avez vu, hein, c'est ça quoi. Donc en fait, ce que font les entreprises, ben, elles disent, bah, voilà, là j'ai la personne, je vais donner du sens au niveau de l'entreprise. Puis je vais leur expliquer les objectifs, les valeurs, là où on va. Et, bon, ça aide un peu, mais pas tous les matins. C'est-à-dire que je ne sais pas si, même dans la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, on a une stratégie qu'on exprime, et puis on la voit une fois, puis on oublie un peu, quoi. Moi-même, j'oublie de temps en temps les piliers de la stratégie. Vous savez, il y a toujours des piliers dans une stratégie, parce qu'on présente ça comme une maison avec des piliers. Tout ça. Et en fait, le sens, il n'est pas là. Le sens, moi, mon sens, c'est avec les personnes avec qui je travaille. Et les personnes avec qui je travaille, généralement, elles sont dans un périmètre pas très loin, quoi. Hein? Et c'est ce sens-là, c'est ça qu'on a compris en agilité. C'est que le sens, je l'ai parce que je suis en train de travailler avec des personnes proches de moi. C'est ce qu'on appelle la colocalisation. Alors là, le sens, quand on a fait des organisations comme ça, il était où le sens? Ben, on donne du sens par direction, quoi. Voilà. Et donc, on a loupé ça. Oui. Donc, vous expliquez ça, et ça les intéresse, et vous mettez... alors, je ne sais pas qui a lu ce bouquin, Team of Teams. Patrick, tu as lu, j'espère. C'est un super bouquin parce qu'en fait, ça parle d'agilité, mais dans un contexte qui n'est pas du tout agile. Donc, le général Stanley McChrystal était à la tête des armées de la coalition pour combattre Al-Qaïda. Et ils se sont aperçus que Al-Qaïda était organisé d'une manière de team of teams, toutes petites cellules qui se reproduisaient. Et même quand on tue le patron ou celui qui lead de tout ça, ça continue. Voilà. Et donc, eux, ils ont compris ça, ils se sont adaptés petit à petit. Voilà. Et donc, vous racontez des histoires comme ça à un codir, là, ça passe. Parce que le DAF, là, ça le passionne. Dès que vous parlez IT, oh là là, putain, c'est pas possible, quoi. C'est que des problèmes. Donc ça marche, et vous racontez un petit peu l'histoire de l'agilité. Alors après, quand même, faut y arriver, quoi. Ah non, avant de parler, ouais, exactement. Avant d'exprimer ce qu'est l'agilité, moi je leur fais faire un petit exercice. Et je leur dis, en fait, je vais vous en parler, mais là, vous inquiétez pas, moi je suis le spécialiste, et je suis venu chez vous, et j'ai fait une transformation agile. Je ne vous dis pas comment, hein, c'est ma sauce, mais ça a super bien fonctionné. Et là, je voudrais que vous me racontiez ce que vous observez dans 3 ans. Qu'est-ce qui se passe dans 3 ans? Et vous faites la une des journaux maintenant, parce que vous avez fait une super transfo, ça a super bien fonctionné. Finalement, il y a des super résultats. Qu'est-ce que vous observez? Et vous leur donnez 1 heure pour faire une vidéo. Alors, la première fois que j'ai fait ça, j'ai un peu tremblé. En me disant, putain, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont me dire, non, mais maintenant, tu sors, tu t'en vas, on n'a pas que ça à foutre. Et en fait, à chaque fois que je l'ai fait, ça a pris. Et ça les passionne, enfin, ça les fait marrer. Je vais vous montrer 1 minute seulement, parce que la vidéo dure 7 minutes. Voilà. Est-ce que ça passe? Je ne sais pas si on peut monter le son. Mais... Ah! Je ne sais pas augmenter le son. Bon, c'est loupé. C'est pas grave. Ici, en fait, c'était juste pour vous montrer. Donc ça, c'est maintenant des collègues à moi, Martine du Codir, de l'Occitane. Ils ont fait la vidéo et à l'intérieur, ils parlent d'agilité, mais avec leurs mots, d'un point de vue business. Mais ça y est, on commence à se créer un univers commun. Ils ne savent pas comment faire de l'agilité encore, mais ils commencent à imaginer ce que ça peut apporter, d'un point de vue de leur business, d'un point de vue de ce qui les intéresse eux, quoi. Et donc là, vous commencez à créer une connexion avec eux assez forte, parce que vous les emmenez, là, ça y est, vous les avez amenés un petit peu plus loin, dans un imaginaire qui est, dans 3 ans, putain, si on fait ce qu'il est en train de nous proposer, ça se trouve, dans 3 ans, on aura ces résultats-là. Et donc ça, c'est assez puissant. Bon, à un moment donné, on retourne sur Terre, on parle un petit peu de ce que... On explique comment faire avec l'agile. J'ai souligné le faire parce que cette presse, en fait, elle était en anglais. C'est le do, quoi. How do you do agile? Hein? Donc là, vous revenez sur le manifeste, vous expliquez Scrum, si vous voulez, vous expliquez la force des rituels, les bénéfices qu'on va retrouver avec l'agilité. Et puis,
surtout insister énormément sur les valeurs, les principes. Alors, dites-vous bien un truc, hein, ils ne vont pas tout retenir. C'est clair. Il y a trop de choses dans l'agilité. Combien de temps ça vous a pris à vous pour comprendre un petit peu comment ça fonctionnait? Ce n'est pas en quelques minutes, en quelques heures qu'ils vont comprendre. Faites en sorte qu'ils retiennent quand même quelque chose, que c'est une méthode itérative. Ça veut dire qu'on ne va pas aller avec des cycles assez rapidement, mais qui est centrée sur la valeur, avec le besoin, à un moment donné, d'être radical dans la priorisation. Alors ça les perturbe un peu quoi, au départ, hein, parce qu'en fait, eux, ils voient juste quelque chose qui va plus vite. Et là, il faut leur dire non, en fait, l'agilité, c'est apporter de la valeur plus tôt. Peut-être qu'on n'en délivre pas plus, des fonctionnalités, mais par contre, on va se focaliser sur apporter de la valeur. Et c'est ça ce point sur lequel il faut vraiment insister. Bon, vous pouvez discuter effectivement organisation, parce que ça les passionne, les squads, comment ça fonctionne, enfin tout ça. Mais voilà. Deuxièmement, une fois qu'ils ont un peu compris comment faire de l'agile, il faut leur expliquer c'est quoi to be agile. Parce qu'on est tous convaincus, il y en a qui me regardent, ben ouais, c'est ça la clé, c'est la transformation. Vous le savez, hein, comprendre la méthode c'est cool, mais si on n'est pas agile dans sa tête, on n'y arrive pas. Donc, expliquez-leur. Alors, c'est marrant parce que moi, je reprends, comme Olivier précédemment, le framework de responsabilité. Je leur explique des choses comme ça. Ce qui n'est pas tout à fait naturel pour eux. Hein, c'est-à-dire que très souvent encore, on est dans des contextes où les gens veulent contrôler, hein, surtout un codir. Donc, le lâcher-prise et le mindset du lâcher-prise de l'agilité, qu'on promeut pour faire de l'agilité, il n'est pas simple à ce niveau-là. Donc, il faut un peu les engager, leur faire comprendre que c'est important. Moi, je reviens très souvent sur, par exemple, j'ai une presse sur les mythes au sujet des estimations. Je l'avais faite il y a 2 ans ici. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui les perturbe un peu, quoi. Quand on leur dit, en fait, vous savez, toutes les estimations sont fausses. Donc, arrêtez d'agir comme si, quand on vous donne un chiffre, c'est vrai. Vous êtes dirigeant, vous le savez, en fait. Alors, très souvent, ils me regardent. Ouais, mais je leur dis, tiens, le DAF, combien de fois tu as fait des budgets qui étaient juste à la virgule? Non, jamais. Ok, nous non plus. Toi, business, combien de fois tu fais des prévisions de vente et elles sont tout le temps justes, tes prévisions? Non, jamais. Ouais, nous non plus. Donc, arrêtez, quoi. Faites confiance au fait que, oui, les estimations sont importantes, mais qu'il y a plein de mythes autour de ça. Vous savez, le mythe du jour homme. Donc, expliquer que 2 personnes ne vont pas travailler à la même vitesse. Oui, c'est évident. Voilà. Donc, arrêtez de croire que ce qu'on vous dit, à un moment donné, c'est juste à un moment donné un élément de discussion et on va pouvoir discuter. Et pour moi, c'est là où des choses se passent très importantes. C'est à ce moment-là qu'on a des vraies discussions avec le codir en disant, non mais, ce qui va changer là, c'est qu'on va avoir des vraies discussions. On va se regarder dans les yeux, on va vraiment discuter des vrais problèmes. Parce qu'en fait, la plupart des gens du codir, généralement, ils le savent. Juste, ils ne veulent pas se l'admettre d'un point de vue collectif. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est hyper important. Ok. Alors moi, j'aime de plus en plus, vous le connaissez, ce framework d'Alistair Cockburn, hein? The Heart of Agile. Et celui-là, il est tellement simple qu'on s'en rappelle, du coup, donc je leur montre. Effectivement, deliver, reflect, hein, c'est ce qu'on veut, on recherche en agilité, tout le temps la boucle d'amélioration continue et la collaboration. Et voilà, il n'y a que 4 mots, et je pense qu'il a eu raison, Alistair Cockburn, de faire ça, parce que ça permet vraiment, à un moment donné, de garder quelques trucs. Surtout, vous ne leur montrez pas ça, parce qu'effectivement, c'est un peu plus compliqué si vous regardez dans le détail, mais ça va un petit peu les perdre. Voilà, donc là, généralement, là on arrive à peu près en début d'après-midi. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce que je vous ai montré là, ça a duré le matin, puis on a fait un déjeuner ensemble. Début d'après-midi, on a fini un petit peu sur l'agilité. Et puis, une fois qu'ils sont chauds, là, on va les engager. Et c'est là où ça commence à se passer. Première des choses, c'est qu'on peut leur demander de faire un exercice de paradigm shift. C'est-à-dire, vous savez, ok, vous voulez devenir agile, mais de quoi vous partez et vers quoi vous allez? D'accord? Soyez conscient de qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise. De quelle culture vous partez, parce que vous avez compris maintenant que l'agilité, c'est une question de mindset et donc de culture. Donc, de quoi vous partez et vers où vous allez. Donc, quand vous faites ça, vous avez des trucs, par exemple,
from not aligned, donc ils sont capables de dire qu'ils n'étaient pas alignés, à courageous, j'arrive pas à lire là, decision or feedback. Donc, il y a des fois, j'arrive pas à lire. Hero people, to develop value for right people. Conviction experimentations. Conceptual to quelque chose. Bon, je suis désolé, j'ai pris une copie d'écran qui est. Peut-être que j'arrive mieux à lire ici. Même pas. Consumer centric, voilà. En fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'ils vont commencer à se poser la question de finalement de quoi ils partent. Et alors là, c'est hyper intéressant parce que généralement, ils ne sont pas d'accord. Hein. À ce moment-là, ils n'ont pas tous, et c'est normal, parce qu'ils n'ont pas tous le même contexte dans l'entreprise. Le DAF, il n'a pas le même contexte que la DRH, il n'a pas le même contexte que le marketing, il n'a pas le même contexte que les BU, les gens qui sont en train de faire le business. Et donc, malgré tout, vous leur demandez dans votre entreprise, mais vraiment, vers quoi vous avez envie de partir. Ça dure à peu près 45 minutes. Et une fois qu'on a ça, on va prendre un sujet, on va les faire voter, et on va prendre un sujet et on va leur dire, OK, sur ce sujet-là, j'en sais rien, par exemple, de la méfiance à la confiance, on va faire en sorte qu'ils travaillent en groupe pour essayer de mettre des mots, aller un peu plus loin, une étape plus loin sur un des paradigm shifts qui paraît le plus important. Et là aussi, c'est assez incroyable parce que c'est véritablement là où les gens commencent, quand ils commencent à mettre des mots dessus, à imaginer qu'est-ce qu'ils pourraient faire, quelles seraient les choses à faire tout de suite là, pour passer de ce mindset, ils sont en train de se dire « Ah ouais, ça y est, je comprends comment je vais créer ma transformation. Je comprends pourquoi ça peut être intéressant. Et je comprends comment je peux y arriver. » Ensemble. Alors ça, c'est assez amusant, c'est de faire aussi une troïka. Vous connaissez le pattern troïka, hein, c'est qu'en fait, plutôt que de les mettre face à face pour se dire qu'est-ce qu'ils ont vu, on les met dos à dos pour éviter justement les biais de comportement qui sont que quand je parle en face de quelqu'un, je ne l'écoute pas ou j'ai envie d'interagir. Et dans la troïka, on est de dos et je ne fais qu'écouter. Et donc, je suis concentré sur ce que me dit l'autre personne. Et en fait, on travaille aussi à une compétence qui n'est pas très présente dans un codir, qui est l'écoute. Et donc, voilà, utilisez-le, il est assez marrant ce truc-là. Et les gens adorent après. Hein. C'est-à-dire qu'après, ils disent, bah, tiens, en fait, c'est quelque chose que je pourrais faire au quotidien, c'est travailler sur l'écoute généreuse. Alors, ouais, je vais revenir là-dessus juste avant. J'en suis où en termes de timing ? Combien ? Un peu plus que 10 minutes ? Ok. Je vais vous faire un petit exercice, mais vraiment très rapide. Est-ce que vous pouvez penser à une ou deux personnes qui vous ont largement influencé dans votre vie ? Pensez à deux personnes, écrivez les prénoms de ces personnes-là. Et puis, donc, allez-y. Et puis, commencez par imaginer 5 qualités pour ces personnes-là. Allez-y. Réfléchissez. Généralement, ça prend un petit bout de temps. Quand vous en avez, vous me les dites. Qualité, allez-y. Écoute. Courage. Empathie. Franchise. Bienveillance. Robuste. Partage. Générosité. Passion. Audace. Honnêteté. Ok, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va s'arrêter là. Et maintenant, vous pensez fortement à elle. Vous pouvez même fermer les yeux quand vous pensez à elle. Et qu'est-ce que vous ressentiez quand vous étiez avec elle ? C'est quoi vos feelings, vos ressentis ? Bien-être ? Allez-y, hein, quand vous en avez.
bien-être, bonheur, déstabiliser. Ok. Encore? Confiance, sécurité. Allez-y. Curiosité. Les ressentis que vous aviez quand vous étiez avec elle. Hein. L'euphorie. Bon, en fait, ce petit exercice, il a pour but de montrer quelque chose. C'est quand on pense aux gens, ce dont on se rappelle, c'est comment on s'est senti avec eux et non pas nécessairement ce qu'ils ont dit. Et c'est les émotions qui sont plus fortes que tout. Ici, les compétences ou les qualités qu'on se rappelle, c'est pas des hard skills, quoi. C'était pas putain, c'était un super bon en Excel, quoi. Ou je sais pas, il avait des compétences rares, c'était un super mathématicien, j'en sais rien. C'est pas ça dont on se rappelle. Les émotions, en fait, elles sont contagieuses. Donc là, on rentre dans le domaine de l'intelligence émotionnelle. Et on va leur dire que eux, en tant que leaders, en tant que codir, la question qu'on va commencer à leur poser, c'est comment ils sont investis là-dedans. Donc déjà, la première des choses, c'est leur faire comprendre que les émotions sont contagieuses. Hein. Ici, ça c'est et les émotions, c'est pas uniquement là, c'est dans tout le corps. Donc là, je sais pas, vous avez vu la honte, c'est Spider-Man, là, ici. Et en fait, moi, en tant que leader, quoi qu'il arrive, quand je rentre aujourd'hui dans une salle, je sais qu'il y a des gens qui vont me regarder et ils vont observer mes émotions. Et mes émotions, elles vont être contagieuses. Si j'arrive avec le smile, les gens vont sourire. Faites ça dans la rue, hein. Souriez, les gens sourient. Faites la gueule, les gens sourient. Et on explique ça même à un niveau codir pour dire, ben voilà, la première des choses, c'est prenez conscience de ça. Pour faire ça, on fait ce type d'exercice, mais on fait d'autres exercices qui sont basés sur des études scientifiques et on montre des preuves. Parce que la plupart du temps, les personnes dans un codir, alors pas tout le monde, mais ils ont besoin de preuves. D'accord ? Donc on commence à les engager là-dessus. Alors certains sont déjà engagés eux-mêmes là-dedans. Et puis, on peut même les engager jusqu'à faire, vous voyez, un petit peu de théorie autour de la pleine conscience et la méditation. Et puis, on va aller, si vraiment on sent que là, ça se passe bien, on peut aller un peu, ça s'est toujours assez bien passé, on peut aller un peu plus loin, on peut les engager dans une méditation de pleine conscience. Et les questions qu'on va commencer à leur poser, c'est quel genre de leader je suis et quel leader j'ai envie de devenir avec cette agilité qui arrive. Qu'est-ce que ça va changer pour moi, membre du codir ? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas ? Mais au moins, est-ce que je me pose la question ? Voilà. Donc là, on est dans quelque chose de très individuel, où la personne se pose la question de mais finalement, si je mets en place de l'agilité, comment je vais en être l'acteur du changement ? Ce qu'on veut, c'est que chaque personne du codir devienne un acteur de ce changement. Et on va aller un cran plus loin, si ça se passe bien. C'est faire ça dans un cercle de parole. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce travail individuel, on va créer un contexte favorable à discuter en tant que codir, en tant que groupe. Alors, qui a déjà participé à des cercles de parole ? Donc la manière dont ça fonctionne, vous avez vu, c'est que les personnes parlent quand elles sont prêtes et puis elles prennent le bâton de parole qui est au milieu. Elles peuvent témoigner. À ce moment-là, on est tous dans une écoute généreuse. On écoute la personne, on écoute son témoignage. On essaye d'être en empathie avec cette personne-là pour bien comprendre. Et puis, quand elle a fini, on passe le bâton à sa gauche et puis ça continue. Très souvent, c'est un moment où on dénoue énormément de choses dans un codir. Et c'est là où on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on est parti de l'agilité et on arrive à comment le codir fonctionne. On arrive à est-ce qu'ils sont prêts à faire ce chemin-là de la transformation de l'entreprise ? Est-ce qu'ils sont prêts au final à se faire confiance ? Est-ce qu'ils sont prêts à échanger ? Et vraiment, c'est souvent très très puissant. Il y a eu beaucoup d'émotions qui sont générées à ces moments-là.
Voilà, j'arrive à la fin, donc généralement on a une phrase de wrap-up où on se rappelle ce qui est important, les apprentissages, les messages clés. Ce qu'on aime bien faire avec Betsy, c'est aussi leur demander quel est leur vote de confiance. C'est-à-dire, ok, vous avez discuté de tout ça là, mais en fait vous y croyez ou juste en vrai non quoi. Un vote de confiance dans un groupe, des fois ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins ça commence à créer cette réflexion de transparence qu'on cherche quand on veut faire de l'agilité. Et voilà, ce climat-là, on essaye de l'apporter au sein du CODIR. Les leçons apprises. Alors, ne négociez pas avec le diable. C'est-à-dire que moi j'ai arrêté, quoi. C'est-à-dire, j'y crois plus. Une presse d'une heure, je fais plus. Ça m'intéresse pas, parce que je sais que ça sert à rien la plupart du temps. Donc, et quand on m'appelle et qu'on essaye de me dire non, mais en fait, le CODIR il a juste 2 heures ou 3 heures, bah ok, bah non en fait, parce que moi ça m'intéresse pas. Si je peux, mon souhait c'est de me dire après au moins une journée, c'est pas grand-chose une journée, mais une journée, est-ce que ça va avoir de l'impact? Est-ce que ça va faire que ça peut créer une étincelle pour qu'il y ait une vraie réflexion autour du changement? Parce que sinon, en 1 heure ou 3 heures, la seule chose c'est ils retiennent quoi? La baguette magique, quoi, hein. On met de l'agilité pour aller plus vite et puis c'est tout. D'accord? Donc ils ne seront pas engagés eux-mêmes et du coup, moi, ça ne m'intéresse pas. La phase de préparation, elle est assez cruciale. Il faut vraiment avoir discuté. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré 2 personnes qui m'appellent, la personne en vert, la personne en rouge. Généralement, ça, c'est des émissaires, hein. C'est quelqu'un dans le CODIR qui a dit tiens, au fait, j'ai lu dans Harvard qu'il y a l'agilité, fait en sorte qu'il y ait une presse. Et eux, ils sont la plupart du temps juste là pour essayer de faire en sorte que ça se passe. Ces personnes-là, généralement, en plus, elles sont pétées de trouille, hein. Les émissaires, j'ai peur de me faire shooter après, hein, si ça se passe mal, quoi. Donc, ce n'est pas les bonnes personnes avec qui vous pouvez généralement échanger. Elles, je vous le dis, hein, il faut les manipuler, entre guillemets, il ne faut pas tout leur dire ce qui va se passer. Si vous leur dites qu'il va se passer ça, éventuellement un cercle de parole, là, c'est fini, quoi. Là, ils s'en vont, hein, franchement. Non, ces personnes-là, c'est juste, bah voilà, c'est bien, hein. Enfin, je critique pas, mais c'est souvent, voilà, moi dans mon expérience, c'était rarement des personnes avec qui j'ai pu vraiment échanger sur il fallait tout le temps les rassurer. Non, il faut aller taper tout de suite auprès du sponsor, le patron de la boîte. Il faut prendre un contact avec lui, il faut lui expliquer quelle est votre démarche, pourquoi vous pensez que c'est important, lui poser des questions, mais est-ce que vous êtes OK pour être à un moment donné un petit peu perturbé là-dedans, voilà, on va parler de choses un petit peu importantes. Est-ce que vous êtes OK, quoi? Ouais, voilà, bon, vous avez compris, hein, la phase de warm-up, elle est nécessaire parce qu'à un moment donné, il faut apprendre un tout petit peu à se connaître. La phase de awareness, elle est importante parce que quelque part, on vous a engagé pour ça. Mais la phase d'engagement, c'est de mon point de vue la plus importante. Et s'il n'y a pas eu ça, ben, vous n'arrivez pas jusqu'à la phase d'engagement. Voilà, bon, ne dites pas ce que vous allez faire, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Et si vous intervenez vous-même, très souvent, il faut trouver le bon milieu entre je suis un animateur, un facilitateur de cette journée-là, et en même temps, les gens vous voient comme un expert. Donc il faut trouver le bon moment où vous livrez de l'expertise, ou vous les faites réfléchir. Et c'est un petit peu difficile parce que généralement, on sépare vraiment les deux, quoi. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile quand on est à deux, d'ailleurs, hein, pour le faire, ce type de workshop. Mais voilà. Et ouais, offrez-leur ce qu'on appelle des modèles, des expériences et des options. C'est un peu ça que venez avec des modèles, mais bon, la théorie ne fait pas tout. Racontez des expériences concrètes de ce que vous avez fait en transformation, et voilà. Ouais, les désalignements, ça c'est trop bien. euh, euh, comme j'ai l'habitude de dire, chouette un problème, quoi. Dès qu'il y a un problème, c'est cool parce qu'on va pouvoir trouver, on va pouvoir s'améliorer. Quand on fait de l'agilité, on le sait très bien, hein, si on n'avait pas des problèmes quand on démarre l'agilité, c'est pour ça qu'on a appelé, vous savez, un sprint 0, c'est parce qu'on n'avait que des problèmes dans le sprint 1, donc on a appelé ça sprint 0, quoi. Et chouette, quoi. Et, c'est pareil dans un CODIR, quand on commence à expliquer des choses, c'est pareil, dès que vous avez quelque chose qui fait mal, mettez-le de côté, et à un moment donné, vous savez qu'il y a un truc super intéressant où vous allez vous devoir appuyer avec eux, mais pour vraiment discuter en profondeur. La suite, pour moi en tout cas,
C'est comment j'insuffle des nouvelles façons de travailler agiles au niveau du CODIR. Donc, au niveau de l'entreprise, on est en train de le faire, on est en train de basculer dans une entreprise agile et lean, on est en train de mettre de l'agilité, du lean, à tous les niveaux, dans les fonctions RH, dans les fonctions business, dans l'IT, tout ça. Et moi, je m'amuse à faire des expérimentations au sein du CODIR. Donc, par exemple, j'ai créé des standards, ce que j'appelle des standards de réunion. Et donc, on ne fait plus les réunions de CODIR de la même manière. Quand je suis arrivé, il y avait, par exemple, donc moi je suis basé à Genève, et il y avait 5-6 personnes qui sont sur le site de Genève, et puis des personnes à Hong Kong, à New York, en France, enfin à Paris. Et c'était l'enfer parce qu'il y avait 6 personnes dans une salle, et puis les 3 autres étaient au téléphone. Bon, ils n'entendaient pas bien, et puis tout le monde faisait du bruit dans la salle où il y a des choses qui se passent. Donc on a instigé le truc, s'il y en a un qui n'est pas là, le meeting il est all remote. Vous connaissez ce pattern-là. Hein. Donc on a fait ça, la boîte à meux. Donc c'est dès qu'un sujet est un peu trop long, vous faites meuh, puis on s'arrête. Comme ça, on sait qu'on passe à autre chose, quoi. Voilà. Donc chez Octo, on avait créé les boîtes à meux. Hein. C'est un interrupteur de discussion, un peu violent, mais une fois que les gens sont habitués, ça passe. Voilà. Le decider, c'est quelque chose qui vient un petit peu de la sociocratie. C'est quand la discussion est vraiment très très compliquée, et puis à un moment donné, vous avez le droit de dire bon ben voilà, écoutez, moi je vous propose qu'on prenne telle décision. Est-ce que vous êtes d'accord? Et à 3, 1, 2, 3, et les personnes votent d'un seul coup avec leurs mains. Ils font oui, non. En fait, c'est pas non, mais c'est plutôt. Je ferais plutôt. Non, mais je vous explique. C'est pas je suis contre, c'est est-ce que j'ai mieux à proposer. Ou alors, main plate, c'est je me fie à l'avis du groupe. J'ai pas d'idée, et le groupe décide. Voilà. Et donc, on instille ce type de choses qu'on peut retrouver dans les méthodes agiles aussi. Hein. C'est pas que. Voilà. Là, on vient de faire une expérimentation, c'est que donc on est 6 CODIR à Genève, où on s'est tous mis dans le même bureau. Voilà, donc on a cassé les murs et puis on a fait un bureau qui n'est pas si grand que ça en plus. Donc on s'est mis dans les conditions classiques et on travaille ensemble et c'est génial parce que du coup on a des discussions qu'on n'avait jamais sinon, en étant dans nos propres bureaux. Donc ça c'est chouette. Voilà, donc ça je vous l'ai dit, on met, ceux qui bossent avec moi savent qu'en ce moment j'ai une obsession qui s'appelle Limit the Whip, parce qu'on a le même cancer que la plupart des entreprises, on essaye de faire trop de choses en parallèle, donc, et on se l'applique au niveau du CODIR, c'est-à-dire que évidemment au niveau du CODIR à un moment donné on fait, regardez, ils ont trop de choses en bas. Ah oui, mais c'est parce qu'on n'arrête pas de changer les sujets et d'en faire de trop. Donc on s'est dit ça, et puis à un moment donné on a dit bon j'ai dit, moi j'ai une idée, ça s'appelle Limit the Whip. C'est simple en fait, on ne fait plus qu'une seule priorité importante. On a fait, ok. Et donc voilà, on a pris une priorité, et puis voilà. Un truc qui est sympa, ça s'appelle le Black Mirror. Gabriel y connaît. En fait, c'est quand vous venez de l'extérieur, et que vous avez des connaissances et que vous commencez à les expliquer, que vous expliquez comment il faudrait travailler différemment de ça, vous apercevez à un moment donné que les gens ont cru capter, mais non en fait. Et donc plutôt que de stigmatiser, on a créé un truc un peu marrant entre nous, dans notre CODIR à nous, qui est on revient sur des événements en mode Black Mirror, donc à ce moment-là, on revient sur un événement, on dit voilà ce qui s'est passé, et on l'explique. Vous voyez, c'est une espèce de dystopie de ce qu'on n'aurait pas voulu voir. Et du coup, on se dit, voilà pourquoi c'est arrivé. Et finalement, est-ce qu'on peut changer ça? Donc, j'en sais rien. Typiquement, un manager qui se dit, en fait, mon équipe part en rétro, j'y vais. Alors qu'il ne fait pas partie de l'équipe. Et pour essayer de voir ce qui s'y passe à l'intérieur et pour être sûr qu'il y a un plan d'action clair ou des choses comme ça. On en rediscute du coup derrière en disant en fait tu vois quand tu fais ça c'est juste que tu as peur, tu ne veux pas lâcher prise et donc est-ce que ça ne vaut pas le coup de ne pas y aller à ce moment-là? Et donc on essaye d'avoir des échanges autour de ça. Mais c'est juste le fait de l'appeler Black Mirror, ça donne un concept ou un espace pour pouvoir avoir ces discussions. Je ne vais pas tout passer parce que je suis un peu en retard je crois. Ça j'y crois fortement à la fin, là, c'est que chaque top leader doit être un formateur dans l'entreprise.
Sinon, c'est peut-être un incompétent. Je déconne. Non, pas ça. Non, mais je crois fondamentalement au fait que chacun doit pouvoir enseigner quelque chose, quoi. On doit revenir à cette notion de chaque top leader doit pouvoir enseigner quelque chose. Voilà. Bon, en vrai, parce que je crois que c'est fini, en vrai, tout a commencé à la TAM en 2017. Ça, je vous raconte ma vie. J'étais venu présenter un truc sur justement répondre aux questions les plus difficiles, sur l'agilité, tout ça. Et puis entre-temps, c'est grâce à ça, j'ai eu un bébé qui s'appelle Lucas, qui va super bien, avec qui on lit des bouquins super sympas. Et en fait, c'est juste pour faire tout ça pour faire la promotion du livre d'une amie qui s'appelle Aurélie Jean. Je vous encourage à le lire parce qu'elle parle beaucoup de la technologie et de la femme dans la tech. Et chez nous, on promeut énormément ça. Donc, je vous encourage à lire ce bouquin-là, voilà, et qui est très bien. J'en ai fini. Merci beaucoup. Merci. Ah oui, mais mes lectures ont changé au fait, tiens, pour ceux que ça intéresse. Je l'ai plus sur les patterns, mais voilà, il y a plein de choses. Bon, n'hésitez pas, je suis là. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour les questions, je crois pas, non. C'est la pause. Bon, venez après. Voilà. Merci beaucoup.